Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee pour faire un don. Merci à tous. Maintenant, votre vidéo. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Borey. Borey est un village de 362 Borestois et Borestoises et se situe sur la D330A qui va de Nanteuil-le-Haudouin à Senlis. Le territoire de la commune s'étend d'une partie de la forêt d'Ermenonville et la rivière l'Annonette au sud jusqu'à la butte de Montépillois au nord. Borey a eu les noms jadis de Boreytom Villa, Borocom, Boreytom, Borey, Borey, Borey et enfin le Borey d'aujourd'hui. Pour ce qui est de la prononciation, si vous disiez comme moi Borest, eh bien comme moi vous aviez tout faux. Borey est un des lieux les plus anciens de la région. L'abbé Carlier cite un titre d'après lequel la terre de ce nom aurait été donnée en aumône par Clovis à l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul de Paris. Église qui après sa démolition et sa reconstruction en 1148 est devenue l'abbaye Sainte-Geneviève, bâtie sur la colline du même nom à l'emplacement de l'actuel Panthéon. Selon Louis Grave, le village s'étendait autrefois jusqu'aux carrières de Mont-l'Évêque, autour desquelles on trouve partout des restes de fondations. Toujours selon lui, il y avait une muraille d'enceinte dont on voyait encore les cintres et les jambes de quelques portes en 1838. Je n'ai malheureusement trouvé aucun de ces vestiges, le temps et la modernisation ayant sûrement contribué à leur disparition. Rue Elisabeth Roussel, sur une petite place, se trouve une borne qui pourrait bien être une borne gallo-romaine. Si le village de Baron, tout proche, est connu pour sa fabuleuse église, Borey, lui, est connu pour son menhir, la Queusse de Gargantua. C'est un gros bloc de grès debout qui fait 3,30 m de hauteur, 2,30 m de largeur et serait enfoncé de 1,63 m dans le sol. Il a longtemps été pensé que cette pierre servait de borne à la forêt d'Ermenonville, mais l'opinion générale la considère comme un tombeau gaulois. La tradition locale prétend que cette borne indique le tombeau d'un général. En détruisant en 1755 une large butte qui était vis-à-vis de la porte de la ville, à une vingtaine de mètres de cette pierre, on trouva les ossements de 3 grands corps rangés de suite, la tête tournée du côté de la pierre et les pieds vers l'est. Si l'on ne connaît pas exactement la raison de sa présence ici, il existe une légende qui en donne une idée. Si elle est nommée Queusse de Gargantua, c'est parce qu'il y a fort longtemps, Gargantua, un géant, fauchait ses champs dans les environs. Un jour, alors qu'il avait, dit-on, un pied sur la butte aux gendarmes en forêt d'Ermenonville et un autre au mont Pagnotte, près de Villeneuve-sur-Verberie, il fit tomber sa pierre à aiguiser la faux que l'on appelle Queusse. Il ne la retrouva pas et elle resta plantée là depuis sans bouger aux abords de Borey. Les habitants du village attachent beaucoup de prix à la conservation de cette pierre. D'ailleurs, elle a été classée monument historique le 10 juillet 1944. Pour ce qui est de l'histoire de Borey, elle est essentiellement proche de nous et de la Première Guerre mondiale. Les événements qui se sont déroulés dans ce village à cette époque sont très bien relatés et ce grâce à Madame Elisabeth Roussel qui au matin du 1er septembre fait le choix de rester au village avec sa mère alors que son frère et sa sœur ont fui en raison de leur jeune âge et par crainte des Allemands. Elle a vécu quelques péripéties, vu des fermes brûlées, vu tour à tour dans le village des Allemands, des Anglais et des Français. Elle a aussi secouru des blessés et enterré des morts car en fait dans le village ne restait qu'Elisabeth, sa mère et sa tante qui habitaient la maison Saint-Vincent. Elle a bravé tous les dangers et même tenu tête aux Allemands. Je pourrais vous conter son récit en entier, mais cela prendrait trop de temps. C'est pour cela que si son histoire vous intéresse, je vous conseille le numéro 1 de Istea où son histoire lors de cette guerre y est contée et qui permet de se rendre compte de l'immense courage de cette personne. D'ailleurs, la rue qui borde la maison Saint-Vincent a été nommée en hommage à Elisabeth Roussel. Durant cette guerre 14-18, entre le 1er et le 3 septembre 1914, les Allemands pillonnèrent Borey et les environs où le gros des troupes françaises battait en retraite. Au matin du 3, Borey comptait une maison et la ferme de M. Duchesne incendiées qui se trouvait à côté de l'église qui, elle, a été épargnée. Lors de la préparation de cette vidéo, on m'a conté une anecdote dont je n'ai pu malheureusement vérifier la véracité.
Donc il semblerait que durant la Deuxième Guerre mondiale, lors de l'occupation du village par les troupes allemandes, 2 soldats allemands soient tombés amoureux de la même jeune femme. Un jour, un des deux a été battu à mort. Le plus haut gradé de la troupe menaça les villageois d'abattre une dizaine de civils si le coupable ne se dénonçait pas. Après une enquête dans le village, M. de Grave retourna voir le gradé en lui expliquant que le coupable n'était autre que le soldat allemand amoureux de la jeune femme qui voulait se débarrasser de son rival. Le soldat avoua et ainsi les villageois furent épargnés. Si vous avez plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Allons maintenant découvrir l'église de Boret. L'église Saint-Martin de Boret a été classée au monument historique le 5 avril 1930. Le mur sud de la nef et son portail remontent au milieu du XIIe siècle. Durant le premier quart du XIIIe, l'église reçoit un nouveau chœur de 2 travées à chevet plat, de 2 croisillons moins élevés formant chapelle, celui du sud servant en outre à la base du clocher. L'édifice comprend une nef de 3 travées avec un bas-côté nord, un chœur avec un chevet plat, 2 chapelles et une sacristie. La façade occidentale est imposante et austère avec ses contreforts saillants et son bas-côté sans fenêtre. Mais le portail du XIIe apporte l'unique élément décoré de l'extérieur. On peut y voir une piéta, les chapiteaux et culs-de-lampe sculptés et l'archivolte agrémentée d'une frise. Au-dessus du portail se trouve une rosace à 8 lobes et le tout a été restauré en 2014. Le chevet plat du chœur se remarque par les 3 baies dans un grand arc en plein cintre. La position du clocher à côté du chœur est partagée par quelques autres clochers de la première période gothique, dont Aimé-Ville, Pondron et V. Il ne compte qu'un unique étage. Il y a une fenêtre au rez-de-chaussée et le premier présente 2 hautes et larges baies jumelées qui sont flanquées de 2 colonnettes à chapiteaux et surmontées d'une double archivolte torique, et ce sur les 3 faces visibles du clocher. À l'intérieur, l'édifice est clair grâce à la grande rosace qui illumine la nef. Cette dernière et le bas-côté nord sont entièrement occupés par des chaises et des bancs. Toute l'église est voûtée d'ogives avec de belles clés de voûte. Les arcades qui séparent la nef du bas-côté sont très belles et soutenues par des piliers d'une forme assez rare. Au nord, la chapelle dédiée à la Vierge est agrémentée d'un petit autel et d'un retable en bois peint. Au sud se trouve la chapelle Saint-Louis avec là aussi un autel, mais à la place du retable, un portique de style antique avec pilastres et frontons. Le chœur et son chevet plat sont garnis de boiseries qui apportent une clarté supplémentaire à la lumière provenant des fenêtres du chevet. Le maître-autel en bois est orné d'un agneau comme nous en avons déjà vu et le joli retable accueille une petite statuette et un tabernacle. Le tout forme un ensemble très agréable à regarder. Les fonds baptismaux, à gauche en entrant, ne sont qu'une simple cuve en pierre difficile à dater, du moins pour moi, mais sont sûrement très anciens. La jolie chaire à prêcher est sur le mur sud. L'église compte un grand nombre de dalles gravées qui ont toutes été martelées à la Révolution, signe que Boret a accueilli nombre de seigneurs ou religieux importants. Peut-être les abbés du prieuré Sainte-Geneviève. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de cette église Saint-Martin. Retournons dans les rues du village. Boret compte quelques lieux et monuments intéressants. Commençons par les vestiges du prieuré Sainte-Geneviève. De ce prieuré, faisant autrefois partie des 900 maisons de l'abbaye de Sainte-Geneviève de Paris, ne reste qu'une partie du chœur de l'église, le mur occidental du clocher roman, qui était encore intact au début des années 60, et son ancien logis du XIVe, sur lequel se referme la grande ferme de Boret. Le clocher se dressait sur la première travée du chœur qui en comptait 2. De l'étage de beffroi subsistent 2 baies en plein cintre cantonnées de colonnettes à chapiteaux dont le caractère permet une datation pour la fin du XIe siècle. Rien de précis n'est connu de la nef de l'église.
La demeure en elle-même, ou hôtel seigneurial, constitue le corps principal du prieuré. Les fenêtres à l'étage sont caractéristiques du XIVe siècle. Les moines qui vivaient ici suivaient la règle de saint Augustin. Ils dépendaient directement du pape. Leur abbé, mitré et crossé, comme un évêque, portait le titre de général. Jusqu'en 1674, il eut le droit de basse et haute justice. Et en effet, dans ces murs existe une modeste prison de 4 mètres sur 5 environ qui possède des graffitis intéressants. En voici quelques-uns, et si vous voulez les voir, des copies se trouvent au musée du graffiti à Verneuil-en-Alate. Les prisonniers avaient la chance tout de même d'avoir des latrines. À côté de cet ancien prieuré se trouve un magnifique colombier du XVIIe siècle sous la forme d'une épaisse tour ronde. Ce colombier compte environ 3000 boulins ou nids et donc accueillait un nombre important de pigeons élevés pour la table de l'abbaye. Une échelle pivotante autour d'un axe central permettait l'entretien des boulins et la prise des pigeons. Le nombre de boulins correspondait au nombre d'arpents possédés par le seigneur. Dans le comté de Senlis, l'arpent valait 40 arts. Et si on se réfère au nombre de boulins de ce colombier, le territoire du prieuré, à cette époque, tant en terres de culture qu'en pâturage, peut être évalué entre 1200 et 1500 hectares. À la Révolution, ce prieuré a été vendu comme bien national. Et je ne pars pas d'ici sans vous indiquer que les propriétaires actuels vont ouvrir des chambres d'hôtes dans ce magnifique ensemble historique. Je vous préviendrai de l'ouverture sur le Facebook de la chaîne. En face, de l'autre côté de la rue Elisabeth Roussel, le manoir Saint-Vincent et son parc inscrit au comité des parcs et jardins de France. Le parc et le jardin romantique du milieu du 19e est autour d'une maison fin 18e, début 19e. Complètement laissé à l'abandon après la Seconde Guerre mondiale, ce parc de 3 hectares n'a été restauré qu'à la fin du XXe siècle par son actuel propriétaire qui l'a traité en jardin anglais. Et c'est ici qu'a vécu Elisabeth Roussel durant la guerre. Le château de la Boissière, lui, se situe à côté de l'église. Il se présente comme un sobre bâtiment de style classique, à un étage, avec un toit à la mansarde couvert d'ardoise. Avec sa situation privilégiée, en haut de la butte, il surplombe la vallée de la Nonette et domine son parc paysager qui s'étend jusqu'à la rue du Pont-Saint-Martin. Au sein de ce parc, la Nonette se divise en 2 bras et un étang avec des îles contribue également à faire son charme. Au pied de ce château se trouve l'ancien moulin de Boret. La fontaine Saint-Martin ainsi que le lavoir, à côté l'un de l'autre, valent aussi le coup d'œil. La source de la fontaine est captée à 1,30 m sous le niveau de la rue. Un escalier permet de descendre vers le petit bassin d'environ 2 mètres carrés, et un mur bas entoure la cavité pour éviter les chutes accidentelles de piétons. Cette source alimente le lavoir voisin. Ce lavoir est constitué de 2 toits en appentis et de murs sur 3 côtés. Le bassin se situe à la même hauteur que la source et des escaliers permettent d'y accéder. Du fait que l'on ne peut pas contourner le lavoir à l'intérieur, un accès à droite se fait sous le pignon et celui de gauche sur le mur latéral sur le chemin menant à la Nonette. La visite continue avec le très beau calvaire avec sa haute colonne en pierre surmontée d'un crucifix en fer forgé finement ciselé. À la sortie de Boret, en direction de Senlis, on trouve une croix de chemin qui s'avère être la même que celle qui se trouve à Ducy et Baron. Vais-je bientôt en trouver une 4e identique ? Le monument aux morts se trouve dans le cimetière. Il n'y a plus de commerce, mais quelques entreprises, une naturopathe réflexologue et un espace détente et spa. Il existe aussi 2 pensions pour chevaux, le haras du Madras et les écuries Lalo-La Ville. 3 fermes sont encore en activité dans le village. Pour l'école, Boret est en regroupement pédagogique intercommunal avec les communes de Fontaine-Chaly et Mont-Lognon et accueille les classes primaires de moyenne section au CM2 ainsi que la cantine selon les effectifs. Il y a des terrains de pétanque sur la magnifique place face à la ferme du prieuré Sainte-Geneviève. L'aire de jeu Gilbert de Grave se situe à l'ouest de Boret près du haras du Madras et compte une aire de jeu pour jeunes enfants, un city-stade et un terrain de tennis. Un petit parcours de santé est situé non loin des écuries Lalo-La Ville sur lequel on peut voir une casemate de la ligne Chauvinot. En début de vidéo, je vous disais que le territoire de Boret s'étendait jusqu'au pied de la butte de Montépillois, mais va aussi jusqu'au territoire de Barbery et comprend même un petit morceau sur lequel se trouve l'ancienne gare de Barbery. Cette gare était sur la ligne de Chantilly-Gouvieux à Crépy-en-Valois en fonction de 1870 à 1939.
Après sa destruction lors de la Première Guerre mondiale, la gare fut reconstruite sur les plans de Gustav Hundenstock, qui réalisa aussi celle de Senlis, de Albert dans la Somme, et celle de Saint-Quentin dans l'Aisne, entre autres. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce charmant village rural entre champs, forêts, rivières, et qui invite à la promenade romantique et à la découverte d'un patrimoine important et très intéressant. Si vous me suivez depuis un moment, vous comprendrez pourquoi, après cette découverte, ce village est un de mes préférés depuis le début de la chaîne. Et si ce village se prononce bien Boret, il est indéniable que quand même, il a de beaux restes. Je tiens à remercier Monsieur Sicard, maire de Boret, pour son accueil et son aide, ainsi que les membres du conseil et Mesdames Degrave, Isabelle et Élise pour leur accueil au prieuré. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle découverte d'un village de l'Oise et en attendant, n'hésitez pas à partager, à commenter et mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Boret.